1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test. This is Houston, contact with a test 1. Roger, you're loud and clear here also. Bienvenue au Galactic Chloé Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir la personne qui mène ce vaisseau spatial qu'est le PFL, notre président Martin Vetterli. Seigneur Vador, voilà un plaisir inattendu. Nous sommes honorés par votre présence. Dispensez-vous de formules de politesse, commandant. Bonjour Martin et bienvenue sur notre campus lunaire. Merci d'avoir fait tous ces kilomètres. Merci beaucoup Chloé, c'est un honneur d'être ici avec vous. Le spatial, c'est quelque chose qui vous parle ? Ah oui, ça a commencé le premier jour, je suis né le 4 octobre, je ne vais pas vous dire l'année, mais qui est la date du lancement du Spoutnik, le premier satellite artificiel humain. Et vous avez aussi eu quelques expériences avec des fusées, j'ai entendu dire. Alors bon, j'ai grandi, comme je suis un vieux renard, j'ai grandi dans les années 60, l'époque des missions Apollo. Donc tout le monde parlait de fusées et tout ça. Donc avec mon frère, on avait construit des fusées. Voilà, tout à fait, c'est du bricolage, mais très, très amusant. Voilà. Ça fait maintenant 4 ans que vous êtes président de l'EPFL. Quel a été votre plus gros challenge ? Écoutez, là, je ne vais pas vous surprendre en disant que c'est quand même l'année Covid. Hein. Ça, c'est évident. C'était très, très difficile pour les étudiants, mais pour tout le monde, pour tous les collaborateurs. Et je pense que c'était vraiment un défi auquel on ne s'attendait pas du tout. Hein. C'est arrivé en 48 heures. Marielle, je vous en prie, je vous en conjure, calmez-vous. Reprenez vos esprits. C'est une nouvelle épreuve que Dieu nous envoie. Il faut savoir la surmonter. Et puis, je pense qu'ensemble, collectivement sur le campus, on a relativement bien maîtrisé la situation. Comme vous savez, ça fait bientôt 1 année et demie qu'on est dedans. On est en train de sortir, j'ai l'impression que c'est le cas, grâce à la vaccination. Donc, ça me permet de rappeler à tout le monde de se faire vacciner. Oui, donc vous avez su mener l'école, et puis maintenant, comme vous dites, on voit un peu la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que vous en tirez, vous pensez, de cette période ? Alors, je pense que ce qu'on en tire, c'est que tout à coup, on savait vraiment qu'il y avait des choses absolument essentielles qui devaient fonctionner. Puis il y avait des choses, bon ben voilà, si ça ne se passait pas, ben tant pis. Et on a vu que l'enseignement a fonctionné. Ça, c'était la mission numéro 1, c'était d'être sûr que le semestre pourrait continuer. Ce n'était pas des conditions forcément idéales, mais on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas une génération perdue sur le campus de gens qui ne peuvent pas finir leur semestre, qui perdent un semestre, voire 1 année d'études. Et ça je suis très content de la performance de l'école. Évidemment, beaucoup de gens étaient impliqués, beaucoup de gens ont travaillé très dur. Le premier confinement, je crois qu'on n'a pas vu les jours passer, c'était 100 heures. Et j'aimerais remercier tout le monde d'avoir serré les coudes et d'avoir réalisé et d'avoir maîtrisé ce défi. Et donc, vous êtes président. En quoi ça consiste d'être président de l'EPFL ? On vient à la Galactic Chloé Show. Ah, c'est un des privilèges. Non, mais une journée type pour vous, à quoi ça ressemble ? Une journée type, on met Zoom en marche le matin, puis on l'arrête le soir. Ça, c'était une journée type 2020. Il n'y a pas de journée type. Je pense qu'un des attraits du job, mais c'est aussi un des challenges, un des défis, c'est que ça va dans tous les sens. On s'occupe de beaucoup de choses différentes. On voit beaucoup de monde. On fait aussi beaucoup de meetings. On discute avec les collègues dans la direction. On essaye de lancer des initiatives stratégiques. Ensuite, je passe beaucoup de temps, évidemment, à Berne, à Zurich, où on voyage, pas tellement en 2020. Donc, il y a beaucoup de variétés. Donc, le vrai défi, je pense, c'est d'arriver à garder un focus, de ne pas se perdre, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Et à cause de ça, j'aime bien aussi avoir des activités qui me sortent de tout ça, et puis des moments de concentration, de calme, où je suis justement pas dans mon bureau en train de voir des gens toutes les 20 minutes. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas, monsieur. Bah alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande!
Oh, il est très aimable. En quel honneur? Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Dont votre équipe de vice-président, parce que maintenant elle a changé cette année. On a eu l'honneur d'avoir Guizou pour un épisode aussi, vice-présidente à la transformation responsable. Absolument. Guizou est une amie de longue date qui fait un travail fabuleux. Très original, comme vous avez pu le voir, sur de nouveau quelque chose qui est fondamental, mais qui n'est pas facile à transformer, qui est une transformation culturelle. On a un problème, pas juste à l'EPFL, dans notre société comme on la connaît, et je pense qu'on doit vraiment prendre ça extrêmement au sérieux, mettre en place des structures, mettre en place... il y a tout un comité qui regarde quelles seraient les bonnes choses qu'on peut faire pour changer une culture qui, à mon avis, n'est pas là où elle devrait être. Et c'est très intéressant parce qu'en discutant avec elle, donc on a un peu parlé de cette relation présidence, vice-présidence, et elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup travailler avec vous parce que ce qu'elle m'a dit, c'est que vous l'aviez sélectionné parce que vous ne pensiez pas pareil et que justement, au niveau de votre leadership, ça permettait de couvrir un certain angle mort que vous aviez. Absolument, absolument. Alors, vous avez tout à fait raison, et je répondrai exactement la même chose. Guizou, qui est une superbe chercheuse avec un curriculum d'enfer et tout, elle a une façon de penser les choses qui est différente de celle que moi j'ai ou de certains de mes autres collègues. Et donc, cet apport, la diversité, c'est vraiment ça. Quand on a un problème vraiment difficile à résoudre, pas un problème de maths où on sait, on va chercher des gens qui connaissent les maths, on a un problème qui a beaucoup de dimensions, il n'y a pas de réponse simple, il faut chercher, il faut errer, il faut essayer des choses et tout. Et là, c'est extrêmement bénéfique d'avoir quelqu'un comme Guizou et d'autres dans la direction qui est très diverse. Et donc, avec toute cette équipe, comment est-ce que vous envisagez votre second terme ? Je l'envisage très bien. Maintenant, je peux me mettre à la retraite anticipée et ils font tourner la machine. Non, je pense qu'on a l'opportunité dans ce second mandat de réaliser certaines des choses qu'on n'a pas pu faire dans le premier mandat, qui a été un peu écourté à cause du Covid, où on a commencé une situation, on reprenait des choses en main et tout ça, on essayait de comprendre. Et là, je pense qu'on a une vision claire où on veut aller, que ce soit sur des domaines clés de recherche qu'on veut absolument développer à l'EPFL, mais aussi changer des choses dans l'éducation, ce qu'on avait déjà fait dans le premier mandat. On a fait des choses assez fondamentales, par exemple autour de la pensée computationnelle qui était nécessaire, et je crois que c'était un beau résultat de Pierre van der Geest, le vice-président à l'enseignement. Donc on a des visions de projets stratégiques qu'on veut réaliser, et je pense qu'on a une équipe intéressante, diverse, très motivée, et puis comme on voit le bout du tunnel Covid, je suis très optimiste sur ce qu'on va réaliser. Merci Martin. On va en apprendre un peu plus sur vous avec votre logbook live depuis la Lune. Président ou chercheur ? Président-chercheur. EPFL ou Stanford ? EPFL. Musique ou cuisine ? Musique. Martin, vous vous décrivez comme un chercheur plutôt que président. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier ? Alors, le métier de chercheur, c'est le métier le plus créatif, à part d'être un artiste. Donc c'est ça, c'est la beauté de la découverte, la liberté de faire son projet de recherche, l'excitation de trouver des choses que personne d'autre n'a vues avant, et puis aussi penser faire quelque chose qui est utile, qui a un impact positif pour l'humanité, si on y arrive. Vous m'aviez aussi parlé d'une métaphore avec un monastère pour parler de votre laboratoire. Alors, je dis souvent que, oui, entrer dans la recherche, c'est comme entrer dans les ordres monastiques, parce qu'il faut vraiment avoir la foi, il faut vraiment être prêt à travailler. Quand je dis dur, c'est pas une question de nombre d'heures, mais d'arriver à avoir la concentration, puis la patience et l'énergie pour peut-être travailler sur un problème qui est très très dur, où on ne sait jamais s'il y aura une réponse ou pas. Et ça demande une foi fondamentale. Ce n'est pas un 9-to-5 job, la recherche. C'est une passion, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, et c'est ça qui me motive. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on ne partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Donc vous êtes directeur du laboratoire de communication audiovisuelle. Quel type de recherche est-ce que vous faites exactement ? On travaille, comme le nom l'indique, on travaille autour de quelque chose qui s'appelle le traitement du signal, le traitement des images, mais qui est en fait un domaine de l'ingénierie et des maths appliquées qui est très très large, où
les problèmes qu'on résout, c'est essentiellement arriver à faire des choses magiques avec les signaux. Okay? Donc on mesure des choses et puis on traite ces mesures et puis après on génère quelque chose qui peut être intéressant. Alors pour être plus spécifique, parce que les gens vont dire mais qu'est-ce que ça veut dire, il y a un exemple qui est facile à expliquer. Vous utilisez tous JPEG, vous avez fait des photos. JPEG, c'est un algorithme de compression. Il est basé sur une méthode de traitement des données sur laquelle moi et beaucoup d'autres ont travaillé dans les années 80 quand le standard a été établi. Et autour de la compression d'images, il y a eu beaucoup de développements sur lesquels, par exemple, les ondelettes ont joué un rôle, qui est un autre domaine où j'ai été actif. Et puis, actuellement, on est plus sur ce qui s'appelle les problèmes inverses. Donc, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est un tomographe, donc, où on prend des rayons X de différents points de vue, puis on essaye de reconstruire ce qui est à l'intérieur du corps humain, par exemple. Et donc les problèmes inverses, c'est quand on a des mesures qui ne sont pas des mesures directes, mais indirectes, et on essaye de reconstruire ce qu'on aimerait vraiment savoir. Et ces problèmes inverses se retrouvent partout, et sont aussi quelque part ce qui se trouve en intelligence artificielle, en machine learning. Mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction. Et tout deviendra clair. Vous avez aussi publié un article « Can you hear the shape of the room ?» Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, alors c'est un de mes articles favoris parce que j'avais l'intuition que si on est par exemple dans une salle qui n'a pas de lumière et puis qu'on claque ses doigts, on écoute, on entend les échos, qu'on arrive à reconstruire la géométrie de la salle. Et j'en avais parlé à des collègues et tout le monde m'avait dit non, c'est connu qu'on n'arrive pas à faire ça. Et en fait, il y a un autre problème qui n'est pas exactement le même, qui est lié à une histoire de valeurs propres et de vecteurs propres. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais moi j'avais cette intuition que dans le cas acoustique, c'était possible. La raison, c'est qu'on sait très bien que les chauves-souris peuvent se promener et ne font pas de collision avec les murs, donc elles ont une méthode inverse pour voir, qui a une forme de radar, si vous voulez. Et puis on s'est posé la question, on a essayé différents trucs et tout, puis un jour, j'avais un thésard magique, et puis on a trouvé la solution, et la solution elle est positive, c'est que, sauf dans des cas très abscons, si on écoute un certain nombre d'échos, on arrive à reconstruire la géométrie d'une salle. Et puis on était tellement fascinés qu'on a dit, on va aller à la cathédrale de Lausanne, et on va essayer de voir si on arrive à reconstruire la géométrie de la cathédrale de Lausanne, juste en écoutant les échos. Alors c'était toute une expédition, etc. On a fait une alcôve. La cathédrale est trop grande, on n'arrivait pas à le faire. Et puis c'était juste une expérience super sympa. D'où venons-nous? Où allons-nous? J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à 2 doigts de tes pieds. Et que la simplicité réside dans l'alcôve bleue et jaune et mauve et insoupçonnée de nos rêveries mauves et bleues et jaunes et pourpres et paraboliques. Et vice-versa. Et vous avez aussi fait de la recherche dans d'autres pays, comme les États-Unis. Est-ce que ça vient de là, cette découverte? Alors, je dois dire que la découverte, la passion pour la recherche, je pense que je l'avais en moi, mais je ne l'avais pas vraiment découverte. Parce que au cours de mes études d'ingénieur, c'était un peu textbook, formula, etc. Et puis, j'ai été faire mon master à Stanford. Et puis là, j'ai rencontré des gens, j'ai suivi des cours où j'avais vraiment l'impression que c'était super exciting. Et puis j'avais eu la chance à l'époque de travailler avec un prof, Bernie Widrow, qui était le co-auteur d'un des premiers algorithmes de machine learning, un algorithme qui s'appelle LMS, et puis ce qui avait conduit au premier papier que j'ai jamais écrit. Puis là, je me suis dit, ah non, mais c'est trop cool la recherche, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc vous avez dit, vous avez été étudiant à l'EPFL et à l'ETHZ. Des différences avec la vie étudiante maintenant? Moi, j'ai fait mes études d'ingénieur à l'ETH de Zurich. C'était il y a très longtemps. C'était un endroit assez conservateur, on peut le dire comme ça. Et on n'oublie pas derrière les oreilles. Emmanuel brosse aussi derrière, sinon après ça fait des petits nœuds.
quand j'ai fait ma thèse à l'EPFL après Stanford, c'était un milieu super sympa. C'était des petits groupes de recherche. On faisait la recherche, la fleur au fusil. Mais on a fait des trucs assez marrants. Il y a encore des gens avec qui j'ai travaillé à l'époque qui sont profs ici à l'EPFL, avec lesquels j'interagis encore, Michael Unzer par exemple. Donc on faisait des trucs qui étaient assez intéressants finalement. Il n'y avait pas de Rolex, il n'y avait pas d'Artlab, il n'y avait pas de satellite. Alors on n'était même pas ici à Écublanc, on était au centre-ville, enfin à Ouchy en l'occurrence, ce qui était sympa aussi. L'école était beaucoup plus petite, beaucoup moins internationale. C'était une très très bonne école d'ingénieurs déjà à l'époque, mais qui n'avait peut-être pas les ambitions qu'a pris l'EPFL depuis les années 90 et les années 2000. Et maintenant, en tant que président, est-ce que vous avez la volonté de vous rapprocher de cette communauté étudiante ? Alors oui, j'ai promis une bière aux étudiants à Satellite. Des fois, je croise des étudiants, ils me disent c'est quand la bière ? Ça ouvre bientôt, hein ? Je crois que c'est ouvert maintenant. En fait, je me suis rendu compte, personne ne m'a dit. Oui, absolument, c'est une bonne question. J'apprécie beaucoup l'interaction que j'ai avec l'AGPOLI, l'association des étudiants de l'EPFL, qui est un relais extrêmement important pour entendre quelles sont les problématiques des étudiants, où est-ce qu'on peut mieux faire, etc. On a des réunions régulières avec les délégués de classe pour entendre ce qui se passe au niveau de l'enseignement à l'EPFL. Donc, ces interactions sont très importantes. J'aimerais bien en avoir plus. Vu mon agenda, elles sont épisodiques, mais elles sont toujours très importantes. Oui, j'ai vu aussi que ces derniers mois où vous avez pris le rôle d'acteur pour la magistrale, de cuisinier aussi à Noël, vous essayez de mettre un peu plus de couleur peut-être à ces interactions. Vous savez, le ridicule ne tuant pas, on peut faire différents rôles. Le coup de la cuisine, là, j'étais un peu pris à froid, mais bon. Est-ce que vous avez l'habitude, Martin, de cuisiner chez vous ? Bien sûr, c'est tous les jours, matin, midi et soir. Parfait. Voilà. La pâte va être bonne, Jorik, bientôt. Là, je suis un débutant complet. Parfait. Voilà, j'ai fait avec. Non, mais d'ailleurs, on a retrouvé des archives de la magistrale qui n'ont pas été publiées et qu'on va proposer de manière inédite ici au Galactic Chloé Show. Souvenez-vous des ciels vierges du confinement. Aucune trace d'avion. C'est donc à vous maintenant de prendre votre envol et de tracer votre chemin. Je vous souhaite un avenir fabuleux. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo! Allez Martin! Quel honneur de parler après Martin Vetterli, le président de l'EPFL, ou tel qu'on le connaît en dehors du campus, pas Patrick Ebicher. Salutations d'ailleurs à M. Ebicher, Magic Patrick, parti en Afrique pour, je sais pas, moderniser le continent ou le transformer en Wakanda ou je sais pas quoi, qui est revenu très vite parce qu'il préfère siéger au bord de Nestlé, c'est quand même plus confortable. À l'EPFL, tout est fait pour soutenir les étudiants. Genre Artlab, c'est fait pour soutenir les étudiants. Moi, j'entends plein d'étudiants dire « Heureusement qu'ils ont mis un musée, un Montreux Jazz Café avec des burgers à 30 balles et une salle de concert qui n'a jamais ouvert. Sinon, j'aurais jamais réussi mes études. » Donc on l'a vu, acteur, cuisinier, mais qu'est-ce que vous faites réellement quand vous n'avez pas votre casquette de président ou de chercheur ? Alors, si c'est pour me reposer, je vais en montagne. Je vais faire de la peau de phoque en hiver. Oui, c'est à quel sujet ? Tout sujet, monsieur, vous êtes chez moi. Ah oui, je comprends, mais je vous prie de nous excuser. Nous avons un peu de retard. Ma femme a été malade, mais nos valises sont prêtes et on va s'en aller tout de suite. Certainement, ma femme aussi a été malade dans la voiture. Vous êtes en tort, monsieur. Vous avez dépassé 12 heures. J'aurais très bien pu arriver ici à 0h10. On aurait pu être là à 0h01 si on avait voulu. Je suis fatiguée. Excusez-moi. Non, c'est chez nous. Écoutez, monsieur, calmez-vous, parce que comme nous sommes arrivés ici il y a 15 jours, on a eu le même problème et on n'a pas fait autant d'histoire. Si vous avez envie de vous laisser marcher sur les pieds, ça vous regarde. Moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi ? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. De la marche en montagne, tout ça. Ça m'éclaircit les idées, ça m'aère l'esprit. Autrement, il faut que je sois très honnête. C'est un job qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc ça laisse pas tellement beaucoup de temps pour les loisirs, mais bon, on fera ça quand on passera à autre chose. Moi, j'ai vu quand même sur Twitter quelques solos de guitare. Alors ça, bon, je me suis fait piéger. Je sais plus qui a fait un challenge sur Twitter. Et puis quelqu'un à Mediacom m'a dit il faut que tu fasses quelque chose et tout, donc oui.
Et cette passion pour la musique, donc ça remonte à votre enfance. C'est pour ça que vous êtes orienté aussi dans ce domaine de recherche ? Alors effectivement, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais jeune. Et puis quand j'ai fait mes études, j'ai fini dans le traitement de signal, j'ai construit des synthétiseurs, j'ai fait des trucs dans ce goût-là. Alors ça, oui, j'ai une passion pour les arts en général, la musique en particulier. Et c'est vrai que là, je suis dans un domaine de recherche qui a pas mal d'intersections potentiellement avec ces domaines-là. Vous destiniez président de la Alors PFL ? absolument pas. Alors, et je peux vous dire, parce que des fois les gens me demandent, oui, mais alors c'était ton but, faire du management et tout. Et je me souviens extrêmement bien, when I took a wrong turn, quand j'ai pris la mauvaise bifurcation, j'étais sur la diagonale. Et je venais de rentrer des États-Unis et il y avait ce qui est l'équivalent d'un directeur de département, qui était Jacques Nérin, qui est quelqu'un que certains d'entre vous connaissez, qui était le chef du département. Puis il me croise comme ça, il dit « Wetterli, j'en ai marre d'être chef de département, reprenez mon poste ». Puis moi j'étais là, c'était mon chef, donc il me dit bon. Et puis c'est là que je suis tombé dans le truc, et puis the rest is history. Alors je ne suis pas en train de me plaindre du tout. Je pense que c'est super intéressant, mais c'est vrai qu'a priori, je me destinais à une carrière purement de chercheur et d'enseignant. Non, mais c'est difficile à notre âge de savoir quel parcours emprunter. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants en ce moment, en particulier cette année, de trouver sa voie. Est-ce que vous auriez un message en cette fin d'année pour ces étudiants ? Alors, en fin d'année, d'abord, j'aimerais remercier les étudiants pour leur résilience, pour leur patience. C'est vrai que c'était très, très dur. Je ne dis pas qu'on a tout fait juste. Nous, on naviguait à vue. Et les étudiants se sont montrés très résilients, très courageux. Et j'aimerais les remercier pour ça. Le message, c'est qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Et puis, aux étudiants en général, je leur dis, suivez votre passion. Parce que c'est ça qui fait que la vie mérite d'être vécue. Martin, chercheur puis président, cuisinier et musicien, avec une vision d'avenir. Merci Martin d'avoir fait ces 380 000 kilomètres pour vous retrouver sur la Lune avec nous. Est-ce que vous allez postuler pour être astronaute de l'Agence spatiale européenne ? Bien sûr. Fantastique. Donc on vous retrouvera peut-être sur la Lune dans quelques années. Volontiers. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances d'été pour clôturer cette année haute en couleurs et on se retrouve bientôt au Galactic Chloé Show.